Ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Aujourd'hui Bien dans son job, on parle des personnes handicapées, les grandes oubliées des sites d'offres d'emploi notamment. On en parlera avec Olivier Noury, les cofondateurs de BePlayer One et le Chief Accessibility Officer Access First. On fera le point avec lui, vous verrez, on est très loin du compte. Smart Philo, le monde, oui le monde, ce concept, à quoi cela sert? Eh bien on va en parler avec Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Il est notre invité dans Smart Philo. Cercle RH, un grand entretien avec Hervé Novelli. Il a été secrétaire d'État il y a quelques années maintenant, mais il est le père des auto-entrepreneurs. On va en parler avec lui. Comment a évolué ce statut? On parle aujourd'hui de micro-entrepreneurs. Et puis il tape du poing sur la table à travers une tribune pour parler de la place des seniors, mais aussi des jeunes. Il est notre invité dans le Cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, house manager. Non, ce n'est pas un morceau de musique, c'est un métier. On va en parler avec Agnès Chastan, cofondatrice de Open House. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup des personnes handicapées, de leur accès à l'emploi, et on va en parler aujourd'hui alors d'une manière un petit peu, non pas détournée, mais l'accès à l'emploi à travers le numérique, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller consulter dans les meilleures conditions des job boards. Olivier Noury est avec nous. Bonjour Olivier, cofondateur de BePlayer One. Je le mets en français, chef de l'accessibilité, c'est ça? C'est ça, voilà, responsable de l'accessibilité. Vous êtes aussi un speaker, alors on met beaucoup de mots anglais aujourd'hui dans cette émission, vous prenez souvent la parole sur ce sujet, on vous écoute, votre parole compte, cela fait plus de 15 ans que vous parlez de ce sujet et que vous êtes engagé. D'abord, avant de parler de cette étude qui est passionnante et qui montre à quel point on ne pense pas aux personnes handicapées lorsqu'on conçoit l'informatique et les outils, pourquoi cet engagement? Tout simplement dans un souci de rétablissement d'une certaine égalité entre les personnes handicapées et celles qu'on dit valides. L'accessibilité, c'est vraiment la condition essentielle à l'égalité entre les personnes, puisque c'est ce qui va conditionner la capacité finalement à utiliser un système, un produit. Donc au-delà de la dimension technique de l'accessibilité, il y a aussi cette dimension, j'allais dire, philosophique, politique. L'accessibilité, c'est vraiment essayer de faire tomber les barrières à la discrimination. Ce que je trouve passionnant dans votre engagement et ce dont on va parler, c'est-à-dire la capacité d'avoir une égalité dans l'accessibilité numérique, c'est que on aurait dû y penser, on n'y a pas pensé. C'est-à-dire qu'on avance beaucoup sur les questions d'emploi, sur les entreprises qui font d'énormes efforts, beaucoup avancent, mais sur ce sujet-là, il y a un vide énorme. Oui, c'est un classique. Les personnes handicapées sont de manière générale, toujours les dernières un peu du carrosse. Là, on a effectivement constaté ça. Alors nous, on constate au quotidien auprès de nos clients, qui sont aussi bien des organismes publics que des entreprises. L'accessibilité n'est en général pas une priorité. Et pour le coup, on l'a constaté dans ce domaine de la recherche d'emploi, de l'accès à l'emploi, je dirais. Aujourd'hui, on constate qu'une personne handicapée n'est pas à égalité avec un candidat valide. On va rentrer dans les détails parce qu'il y a votre première étude annuelle sur l'accessibilité numérique. Les chiffres sont évidemment assez effrayants parce que si j'ai bien compris, il y a 2 sites et il n'y en a qu'un finalement qui permet. Alors il y a un site en plus qui est public, donc je dirais, il y a quand même un peu une obligation aussi dans le cahier des charges. En fait, il ne reste que dans les sites privés qu'un seul site qui permet l'accessibilité. Concrètement, ça veut dire quoi l'accessibilité aux personnes handicapées? Ça veut dire que le système va être en mesure d'être utilisé avec toutes les modalités d'accès. Et donc notamment, on a des stratégies de contournement, de compensation pour les personnes handicapées qui se basent soit sur du logiciel, soit sur du matériel spécifique. Ces stratégies sont connues, elles sont identifiées, on a des normes autour de ça, mais aujourd'hui, elles sont très peu connues et surtout très peu appliquées. Pour être concret, il y a des personnes qui ont des difficultés d'accessibilité, qui ont des membres qui n'existent pas, donc qui ne peuvent pas forcément appuyer sur les touches du clavier. Tout à fait. Personnes qui sont non-voyantes. Il y a 1000 cas de figure. Comment on adapte l'outil informatique, je dirais, à ces grands cas de figure du handicap? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la technologie est faite de base accessible. Quand on parle du web, le web a été conçu accessible. Les technologies du web, les langages qui permettent de créer des pages web, sont accessibles de base.
Après, ce qui manque souvent, c'est l'aptitude de la part des gens qui font des contenus web à utiliser ces possibilités, ces capacités. Côté utilisateur, on a des stratégies qui sont basées sur, par exemple, parler de quelqu'un qui n'aurait pas l'usage de ses membres supérieurs. On peut utiliser des pédaliers, on peut utiliser la voix, on peut utiliser les yeux pour piloter une interface. Mais si le système informatique n'accepte pas ces modalités, ça ne fonctionnera pas. Attendez, donc Olivier, votre enjeu, une fois qu'on a constaté qu'il y avait vraiment un déficit d'accessibilité, c'est quoi? Vous allez frapper à la porte de qui? De ceux qui développent, de ceux qui construisent les ordinateurs, de ceux qui implémentent les logiciels dans les ordinateurs? Comment on fait là? Alors, côté, je dirais matériel, on est plutôt bien équipé, plutôt bien outillé. Il y a plein de choses qui se font et qui sont très intéressantes. Ce qui fait vraiment, en général, défaut, c'est plutôt les interfaces, donc les contenus. Quand on parle du web, par exemple, on parle des sites web, souvent, les gens qui créent des contenus web ne sont pas formés, ne sont même pas informés de l'existence de ces besoins. En général, quand on conçoit quelque chose, un produit ou un service, on le fait d'abord pour soi et ceux qu'on connaît. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, quand on n'est pas en contact avec des personnes handicapées, et justement, ça rejoint la problématique de l'emploi, on a besoin de personnes handicapées dans les entreprises pour pouvoir justement comprendre ces besoins et je dirais, les appliquer dans son travail quotidien. Donc, c'est parce qu'elles vivent et partagent la vie d'une équipe dans un environnement professionnel qu'on se dit, bah oui, c'est évident que si on fait ça, et d'ailleurs même dans les entreprises informatiques qui devraient peut-être, je ne connais pas les chiffres, vous devez les connaître, il y a une faible représentativité des personnes handicapées, non? Alors ça peut être très très compliqué, effectivement, on a beaucoup de préjugés contre lesquels on doit lutter, justement sur le fait que des gens pensent qu'on ne peut pas être aveugle et être développeur, c'est faux. Il y a des développeurs qui sont aveugles, des gens qui n'ont pas l'usage de leurs membres et qui sont également dans les métiers de l'informatique. Alors paradoxalement, on a aussi beaucoup de personnes handicapées avec des handicaps invisibles dans les métiers du service. Et du coup, c'est quelque chose qu'on ignore parfois. Oui, parce qu'il faut le préciser, il y a les déclarations officielles des personnes qui se déclarent et qui vont avoir une indemnité. Même pas, non. Elles se déclarent. Elles se déclarent. Il y a celles qui ne se déclarent pas, qui sont en fait en situation de handicap, mais qui disent « mais j'ai même pas envie de me déclarer ». Il y a cela, et puis il y a les personnes qui ne savent pas qu'elles sont handicapées. On peut avoir un handicap. C'est quel cas de figure, excusez-moi, celles qui le sont sans savoir? En fait, c'est parce qu'on a souvent une perception du handicap qui va, dans certaines catégories, on va dire c'est quand on ne voit pas du tout, quand on ne peut pas du tout bouger, etc. En fait, non, les handicaps, c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus fréquent qu'on le pense. On a tous dans notre entourage des personnes handicapées, et on ne le sait pas tous, et parfois ces personnes ne le savent pas. On peut avoir, par exemple, des douleurs chroniques, ça fait de nous une personne handicapée, mais on ne va pas se considérer comme handicapé. On va avoir c'est d'ailleurs difficile, je m'autorise pour la personne d'assumer, entre guillemets, de rentrer dans ce statut-là et de se dire j'assume le fait que je le sois. Ça donne aussi le sentiment qu'on est toujours dans la vraie vie et qu'il n'y a pas de souci. Ça dit ça aussi. Il y a cela, puis je dirais que ça vient du fait que fondamentalement le terme handicap, il est très dévalorisé. Et discriminé, discriminant. Il est discriminant. C'est difficile de se déclarer personne handicapée auprès d'un recruteur, puisque tout de suite, on va embrayer sur des préjugés, sur des enchaînements de clichés, comme la personne va être absente, va avoir des difficultés. C'est faux. En fait, c'est tout ça. Je ne veux pas qu'on se quitte parce que vous avez deux chapitres dans BePlayer One. Je précise que c'est Access First qui publie cette étude par ailleurs. Il faut le signaler. Un mot sur les jeux vidéo, parce que là, on est sur le job, le travail. Et puis, il y a aussi le débat des loisirs de ces personnes handicapées. Comme tout le monde a envie de jouer. Absolument, absolument. Il n'y a pas de limitation dans ce que veulent faire les personnes handicapées. Ça concerne aussi les loisirs, la culture, le divertissement. Et puis, on verra quand même des synergies avec l'emploi. Le jeu vidéo, effectivement, on va surtout travailler. Alors, nous sommes. On recrute avec des jeux vidéo. Hein. On recrute, c'est exactement ce que j'allais vous dire. On recrute, le métavers est un espace de rencontre des candidats et de recrutement. On gamifie aujourd'hui beaucoup les processus de recrutement également. Donc là, on a des approches qui sont spécifiques aux jeux vidéo que l'on peut transposer dans le monde de l'emploi. Un débat qu'on aura peut-être sur ce plateau, d'ailleurs, lors de notre cercle, c'est la question de l'avatar, comment on le représente. Ça, c'est le grand débat du métaverse. Tout à fait, ouais. Vous êtes d'accord? C'est une vraie thématique. Ouais. On a ouvert le débat sur le recrutement, l'accessibilité aux personnes handicapées et la manière dont elles, j'allais dire, se mettent en scène dans cet espace virtuel 3D. C'est un sujet de réflexion. Il y a un vrai sujet, tout à fait. Ouais. Merci Olivier Noury d'être venu nous rendre visite sur le plateau à travers les enjeux. Il reste de la route. Il y a beaucoup de travail à faire de votre côté, du côté de votre entreprise pour convaincre et améliorer l'accessibilité des personnes handicapées, notamment au job board, pour le dire très directement. Merci de nous avoir rendu visite. On fait un peu de philo chaque semaine, Smart Philo. On s'intéresse au monde, le concept du monde. Tout le monde en parle. Pourquoi on en parle autant? Thibaut Brière a son explication. Il est notre invité.
Smart Philo. On va évoquer un thème avec Thibaut Brière. Alors, un thème qui est immense, puisqu'on va parler du monde. À quoi cela sert? On parle du monde, la Coupe du Monde, de tous ces enjeux mondiaux, le monde du travail, tous ces mots qu'on utilise. Où va le monde? Oui, tout ça sont des choses qu'on utilise et on met le mot monde dedans. Pourquoi parle-t-on, Thibaut Brière, vous qui êtes philosophe et conseiller en management, je rappelle votre livre d'ailleurs, Toxic Management chez Robert Laffont, pourquoi on parle du monde pour désigner tout à la fois notre planète, l'univers et finalement même le domaine de notre travail, le monde du travail? Eh bien, dans certains domaines, justement, il peut y avoir un abus de langage. Il peut y avoir un abus de langage, mais ce qui est intéressant, vous l'avez souligné, c'est qu'on parle bien du monde du travail et pas tant de l'univers du travail. On parle de la Coupe du Monde de football et pas de la Coupe planétaire, de la Coupe de la planète. Et on parle bien d'une mondialisation, de la mondialisation. Donc, qu'est-ce que ça recouvre? Le terme de monde, d'abord, il faut savoir, parce que c'est important, que ça vient donc du mot grec « cosmos ». Et un cosmos, c'est une totalité bien ordonnée et la beauté qui se dégage d'un ordre. Et le mot mundus, c'est la même chose. C'est le latin, ça. Le latin, exactement. En latin, mundus, ça veut dire la même chose. C'est vraiment ce qui est pur, propre, une toilette, la toilette notamment d'une dame, la coiffure bien peignée. Et dans la mesure où il y a une harmonie, justement, qui se dégage de ces boucles de cheveux, des diadèmes. Une cohérence comme l'est finalement la rondeur de ce cosmos, quoi. Oui, alors il y a une cohérence, ça suppose une cohérence, mais en même temps une beauté. C'est-à-dire que sous le mot monde, il y a déjà un jugement de valeur. C'est à savoir que c'est ordonné et que c'est beau. Mais est-ce que le fameux monde dont vous nous parlez, qui doit être beau, ordonné, est nécessairement un monde commun? Parce que quand on parle du monde du travail, on voit bien qu'on n'est ni dans l'ordonné, ni dans le beau. On est plutôt dans le conflictuel. Oui, mais notre tâche, pour le coup, ça peut être, en tant que travailleur en entreprise, ça peut être justement d'essayer de faire en sorte que ce soit davantage un monde. C'est tendre vers. D'en faire un cosmos, c'est exactement, de tendre vers. Là où il peut y avoir parfois un petit peu du chaos, et mettre un petit peu plus de cosmos. Et d'où vient d'ailleurs le mot cosmétique, de ce qui est beau. Et donc, on voit bien dans le domaine du travail que la beauté même des lieux, la beauté de l'environnement, influe sur les personnes. Alors moi, j'avais un motif d'inquiétude principal, c'est que il me semble que le monde du travail, de plus en plus, justement, se constitue comme un monde isolé du monde commun. Vous pensez? Monde commun. Oui, c'est le sentiment que j'ai. Alors, naturellement, le monde commun est complètement innervé par l'entreprise, mais en même temps, de plus en plus, par exemple, la morale corporate, la morale qui est de plus en plus distribuée en entreprise. Elle prend le pas? Elle prend le pas, en tout cas, est de plus en plus séparée. Ou elle concurrence, en tout cas. Elle concurrence exactement la morale commune, ce que George Orwell appelait la common decency, et de sorte que bien des comportements qu'on peut avoir au travail, on ne se sentirait pas de les raconter à nos enfants ou à notre femme. Parce que au travail, ça apparaît habituel, ce que la sociologue américaine Diane Vaughan appelle, il y a une forme de normalisation de la déviance. Finalement, y compris des comportements qui, aux yeux de la morale commune, seraient déviants, en entreprise, finalement, ça passe crème. Comme vous le dites si bien avec ce mot Jones, on a eu beaucoup de films et beaucoup de littérature qui racontaient cela, notamment pendant l'Allemagne nazie. De ces hommes qui devenaient de bons pères de famille, mais avaient des activités de nazis et de criminels. Oui. Et qui, quand ils passaient la porte de leur caserne ou de leur espace, je dirais, professionnel, devenaient de bons pères de famille. C'est ce que vous racontez. C'est effectivement ce que je dis. En tout cas, c'est une possibilité, à savoir qu'il faut toujours rester prudent lorsque un monde, en particulier, ça peut être le monde politique, mais également le monde économique, tente à se disjoindre du monde commun, du monde de monsieur tout le monde, de madame Michu et d'abord de monsieur Brière. Deux sujets, la mondialisation de ce monde. Et quand on dit mondialisation, mais très rapidement on l'associe avec l'américanisation, parce qu'on a le sentiment que la mondialisation est venue des États-Unis. Vrai, pas vrai, déviance? Je pense que c'est assez vrai, Arnaud, que c'est assez vrai parce que les États-Unis, d'ailleurs c'était Montaigne qui le disait lorsque l'Europe a découvert ce qu'on appelait le Nouveau Monde, il écrivait « Notre monde vient d'en rencontrer un autre ». C'est-à-dire que ce que l'on prenait pour le monde, grosso modo l'Europe, une partie de l'Asie, finalement on a découvert qu'il n'était pas le seul monde. Il y avait un autre monde, un monde plus naturel que le sien, qui était donc l'Amérique. Et
et aujourd'hui, donc, il y avait une pluralité de mondes. Et c'était pile l'époque, justement, Montaigne, où on découvre les philosophes, Fontenelle, etc., découvrent la pluralité des mondes. Alors, chose intéressante, et de fait... L'horizon s'élargit à ce moment-là. L'horizon s'élargit, mais également la liberté. C'est-à-dire qu'on devient libre de quitter son monde pour aller vers un autre monde. Si le monde dans lequel on vit ne nous satisfait pas, on est libre de pouvoir changer de monde. Il y a eu le monde grec, le monde latin, il y a le monde anglais, le monde asiatique, le monde musulman. Et ce qui se passe dans le phénomène de la mondialisation dont vous parlez, Arnaud, c'est qu'un monde déterminé, par exemple le monde américain, la conception que se font les Américains du monde, leur idéologie, etc., leur mode de vie, tente à s'étendre à l'ensemble de la planète. Ce qu'on appelle mondialisation, c'est l'extension à l'ensemble de la planète d'un monde particulier, qui est le monde qu'on pourrait dire américain, tout en sachant que lui-même... uniformisé et respectant les mêmes codes. Oui, c'est ça. Vestimentaires, alimentaires, musicaux, c'est ça la mondialisation. C'est ça la mondialisation, effectivement. C'est un monde qui phagocyte les autres. Et je ne suis pas sûr que ce soit, pour le coup, une bonne chose. C'est-à-dire qu'un monde... En fait, ce dont je vous parle, à travers le mot de mondialisation, c'est ce qu'on appellerait communément le monde unipolaire versus le monde multipolaire. Et en fait, le monde multipolaire, c'est une multiplicité de mondes qui peuvent justement entrer en dialogue aussi, les uns avec les autres, comme ils peuvent, certes, s'affronter. Merci Thibaut Brière, c'était passionnant. Je voudrais garder, c'est vous qui l'avez écrit d'ailleurs, il faut tout pour faire un monde. C'est une vieille phrase de Campagnard qui repositionne aussi le débat que vous soulevez. Il faut aussi des brigands, il faut aussi des gens bien, des boulangers, il faut toute la virtualité du potentiel humain. Ce qui nous renvoie à l'entreprise. La diversité en entreprise. Il faut tout pour faire une entreprise. Merci de nous avoir rendu visite, Thibaut Brière, c'est un vrai plaisir. On fait une courte pause et on va tourner la page vers le cercle RH. Et on va accueillir Hervé Novelli pour un grand entretien. Alors, vous vous en souvenez peut-être, il avait été le ministre, le secrétaire d'État qui avait créé les auto-entrepreneurs. Depuis, tout cela a été réformé, mais ils sont toujours là, ces auto-entrepreneurs, et il pousse un coup de gueule, Hervé Novelli, à propos notamment de la place des seniors, mais pas seulement, on va en parler avec lui, de la place des jeunes et du taux d'emploi de notre jeunesse, finalement les deux bouts de la chaîne de l'emploi qui sont en difficulté. On fait le point avec Hervé Novelli, il est notre invité dans le grand entretien. Le Cercle RH, aujourd'hui un grand entretien et on accueille Hervé Novelli. Bonjour Hervé Novelli. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, pour les jeunes, pour ceux qui ont la mémoire courte, en tout cas, vous avez été secrétaire d'État avec un portefeuille très large, parce qu'il y avait l'artisanat, le tourisme, commerce, les PME. Les PME, ce qui est aujourd'hui un portefeuille en ministre délégué pour être un peu précis. Absolument. Un portefeuille très large et vous aviez créé parce que c'était une conviction que vous portiez, les auto-entrepreneurs, c'était l'idée de dire on devient entrepreneur en France. C'était ça la philosophie de votre... Oui, la philosophie, c'était une philosophie de simplification de la création d'activités. Et puis, il y avait aussi l'idée qu'il fallait se retrousser les manches quand la situation était difficile ou que l'on n'avait pas forcément ni les études, ni les diplômes, ni la carte de visite qui permettait d'avoir accès à l'emploi. Non, mais je voudrais juste qu'on se souvienne, qu'on se remette dans la période. On n'est pas dans la période aujourd'hui où, je dirais, l'entrepreneuriat, l'entreprise, les chefs d'entreprise ont plutôt une image positive, voire très positive. On était dans une période où, globalement, les chefs d'entreprise avaient mauvaise presse et que ceux qui voulaient créer leur boîte, c'était, je mets des guillemets, mais des capitalistes. C'était ça le contexte. Oui, vous savez, la société française a longtemps vécu sur l'idée simple, un peu manichéenne. Il y avait d'un côté les salariés, souvent exploités, et de l'autre côté les patrons, souvent profiteurs. Donc c'est cette dichotomie, c'est cette contradiction qui, d'une certaine manière, a été levée par l'auto-entrepreneur parce qu'on pouvait être son propre patron et pouvoir continuer à exercer une autre activité. Une double activité, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui quand on regarde les statistiques, on voit que c'est une activité, alors pour une grande partie complémentaire, qui est souple, qui est facile d'accès et qui permet tout de même d'accéder ensuite à une véritable entreprise. Parce que l'esprit, c'était cela aussi. Il y avait l'esprit, il y avait en fait deux idées. Mais au départ, j'en avais qu'une, c'était l'idée de mettre le pied à l'étrier pour celui qui voulait créer son activité, son entreprise. Et puis ensuite, je me suis assez rapidement aperçu qu'à peu près un auto-entrepreneur sur deux développait l'idée d'avoir un complément de revenus. Donc on a eu dès le début cette double caractéristique, soit
on crée son entreprise et on la développe. Après, on change bien sûr de statut. Ou alors on a une activité qui vient compléter des revenus qui sont parfois insuffisants. Quelques mots d'histoire. Le statut a été réformé. Vous étiez exprimé à l'époque, parce qu'au gré des alternances politiques, certains considéraient que cela faisait de la concurrence déloyale. Les artisans étaient montés au créneau. Puis est arrivé le débat des plateformes. Oui. Comment vous vous situez par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il y a eu des abus? Est-ce qu'on a tiré sur la corde avec ce statut? Parce que les grandes plateformes américaines se sont dites, après tout, c'est une aubaine. On va laisser toutes les cotisations et tout aux salariés. Oui. Moi, je pense que, en fait, ça a été un grand bonheur pour moi que de créer ce statut. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'auto-entrepreneurs. Alors, ils ne sont pas tous actifs, très actifs, mais en l'occurrence, c'est beaucoup plus qu'un phénomène de mode, puisqu'il y avait en gros 7% d'indépendants dans la société française, il y en a aujourd'hui 14%, c'est-à-dire que le statut d'auto-entrepreneur a fait doubler le nombre des indépendants dans ce pays, et j'en suis heureux. Je suis fils d'artisan et j'ai été baigné dans cette idée que le salariat, c'était bien parce que ça protégeait et que les artisans, ils avaient droit à pas grand-chose en termes de protection et à pas grand-chose en termes de retraite. Ouais. Donc aujourd'hui, on rétablit d'une certaine manière une réalité, c'est que l'indépendance, elle s'adapte beaucoup mieux à la situation d'aujourd'hui, à la révolution technologique qu'hier. C'est beaucoup plus souple. Hervé, et pour les plateformes, pour répondre très précisément parce qu'il y avait un enjeu politique là. Il y avait un enjeu politique qui était que tout le monde pensait qu'on devait être salarié. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est plus le cas. Le salariat reste la forme, bien sûr, prédominante, majoritaire, très majoritaire, et il le restera pendant très longtemps. Mais on s'aperçoit que pour avoir une activité, parfois c'est mieux qu'elle soit souple, qu'elle soit flexible et qu'on se fasse rémunérer par un contrat de prestation plutôt que par un salaire. C'est ça la réalité. Et cette réalité, elle a été dynamisée par la révolution technologique et par le numérique. C'est clair. Alors maintenant, les plateformes. Les plateformes, c'est quoi ? C'est d'une certaine manière la constatation qu'on peut facilement croiser l'offre et la demande quand on a besoin de quelque chose. Et aujourd'hui, on le voit bien, ce phénomène des plateformes, il n'est pas lié uniquement à ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire aux abus sur les livreurs, aux abus éventuels sur les livreurs, parce qu'il y en a. Ou sur les VTC. Et aujourd'hui, ça fait 10% ou 20%. C'est vrai que ce n'est pas la majorité. C'est pas du tout la majorité. Et il y a beaucoup de plateformes qui ne font que faciliter cette rencontre entre quelqu'un qui veut une prestation de service, qui veut offrir une prestation de service, et de l'autre, quelqu'un qui en a besoin. Mais Hervé Novelli, un chiffre qui va me permettre d'essayer de réfléchir à la manière dont le monde peut changer, parce que c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, on voit les chiffres. Création d'entreprises en 2020, 850 000, et là on a le chiffre qui va apparaître, plus d'1 million, 1 50 357 créations d'entreprises, c'est-à-dire que ça progresse encore. Oui. De plus en plus de jeunes et de moins jeunes, même de salariés en reconversion, parce qu'on va parler de votre tribune sur les seniors dans quelques instants. Est-ce qu'aujourd'hui, même si le salariat prédomine et vous dites qu'il continuera à exister, j'ai quand même le sentiment que de plus en plus, la jeune génération cherche à ne plus être tenue dans un rapport de subordination, mais dans un rapport de contrat et donc de prestation. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Parfaitement, vous avez parfaitement raison. C'est notamment encore plus vrai chez les jeunes. Moi, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, familialement ou dans les activités que j'ai développées. Et vous avez aujourd'hui, alors c'est le paradoxe, chez les diplômés et chez les jeunes qui ont fait un certain nombre d'études, ils ne veulent plus très majoritairement se retrouver dans la position que vous décrivez, une position de subordination, dans le cadre d'un contrat de travail rigide à leurs yeux, qui ne leur permet pas de travailler quand ils veulent et de s'arrêter quand ils le veulent. Et donc ça, chez les jeunes, c'est marquant. C'est le phénomène du moment, là. On est en plein dedans, là. C'est un phénomène structurel, de mon point de vue. Ça va durer, ça va se développer parce que, on le voit bien, les règles qui ont été posées au XXe siècle ne sont pas forcément les mêmes, et c'est mon grand débat et ma grande conviction qu'au XXIe siècle, avec la révolution numérique, qui permet de s'affranchir d'un certain nombre de règles. Donc le marché du travail est dérégulé, le rapport au travail... Le marché du travail évolue de manière extraordinaire. Regardez ce qui se passe pour les salariés, qui sont de moins en moins dans la position de subordination que vous décriviez. Le télétravail, par exemple, a bouleversé cette subordination. Quand on est chez soi, quand on fait du télétravail ou à l'hôtel ou n'importe où, on est plus dans l'état de subordination classique, rigide,
que l'on avait lorsqu'on était dans l'entreprise, dans un lieu fixe, sur un travail posté, avec des horaires fixes. Donc tout ça bouge énormément et le droit, les normes ne bougent pas au même rythme. Ça, c'est le débat du Code du travail. Et Oui. ce qui me permet de faire la transition avec la tribune que vous avez signée il y a quelques semaines, qui est un peu un coup de gueule, parce que vous êtes, je dirais, sorti de la politique, vous n'êtes plus député, vous n'êtes plus ministre, mais vous observez évidemment Bien notre sûr. vie économique et donc notre vie politique et la manière dont elle évolue. Vous la co-signez, vous dites les seniors sont jugés trop chers, moins performants. Pour eux, la situation risque de devenir intenable puisque l'âge de la retraite aura tendance à s'allonger. Que faire vous démarrez à 47, des 47 à 65 ans, beaucoup ne retrouveront pas forcément de poste à la hauteur de leurs compétences et de leurs ambitions, et cela au moment où ils sont les plus expérimentés. Si je veux amener une question derrière ce petit paragraphe de la tribune, c'est vous dites, ces seniors, ils ne trouveront pas de boulot en salariat, mais par contre, ils seront entrepreneurs et ils seront en prestat. C'est ça que vous dites. C'est ça. L'idée, c'est de tenir compte de la réalité et de ne pas toujours balancer des prismes qui ne correspondent plus à cette réalité. Si on dit que le salariat, et tout le monde en est d'accord, est aujourd'hui une forme d'activité qui n'est pas prisée par tout le monde, eh bien, on doit en tirer les conséquences. Moi, je regrette qu'on réfléchisse, y compris pour les seniors, à un prisme qui est uniquement des contrats assouplis, mais qui se situe toujours dans le cadre salarial. C'est ça votre idée, c'est que Oui. offrez d'autres alternatives aux seniors que des emplois salariés ou salariaux moins payés, parce qu'il y a le débat aussi, en général, quand on fait revenir un senior, on lui dit malheureusement, vous aviez des salaires trop élevés, il faut faire un effort. C'est ça la réalité aujourd'hui. Oui, et cette réalité, on ne voit pas pourquoi elle serait différente, puisque les entreprises ont tendance à se séparer de ces seniors, Évidemment. ce qui est une tendance qu'on peut critiquer, mais qui est là. Et donc, on ne voit pas au nom de quoi, par une baguette magique, en assouplissant un peu le contrat de Vous n'y travail, croyez ou pas en à ça. mettant à temps partiel, c'est utile. Moi, j'ai lu la tribune qu'a fait mon ami Franck Morel, Oui. sur Qui vient sur notre plateau, d'ailleurs. l'Institut Montaigne, vous le saluerez de ma part. On a beaucoup travaillé ensemble. Mais toutes les solutions qu'il liste, aucune ne se situe hors du cadre salarial. Et c'est bien dommage. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'il faut tenir compte de cette évolution et que je dis, voilà, eh bien des salariés seniors, vous vous rendez compte quand même que... 47, vous démarrez à 47 là. Oui, mais quand on regarde 60 ans, à partir de 60 jusqu'à 64 ans, il n'y a qu'un tiers de ces salariés qui travaillent aujourd'hui dans notre pays, alors qu'il y en a 1 sur 2 dans l'Union européenne. Donc on voit bien que C'est un désastre. c'est un désastre. Et donc je dis, offrons une alternative, offrons une opportunité, comme je l'ai fait lorsque j'ai créé le statut Mais vous êtes en d'auto-entrepreneur. train Et de- ça a marché. Vous êtes en train de réfléchir, je dis ça peut-être à bas bruit, pas par votre influence, à créer quoi, un nouveau statut de type auto-entrepreneur pour les seniors, quelque chose qui soit capable aux seniors d'apporter son expérience. Bah, moi, ce que je souhaiterais, et je réfléchis à une dérogation, parce que la loi que j'avais posée disait l'auto-entrepreneur ne peut pas retourner dans l'entreprise dans laquelle il travaillait comme salarié pendant un délai, C'est vrai. pour éviter Les abus. les abus. Aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est que lorsque un salarié senior adopte un statut d'auto-entrepreneur, qu'il puisse retourner dans l'entreprise d'origine ou ailleurs, mais aussi dans l'entreprise d'origine, pour faire en sorte de donner son Ça, c'est expérience intéressant. et sa Ça, compétence à un junior. C'est un amendement à l'Assemblée qui permettrait de faire une dérogation. C'est très simple. Comme toujours, Ouais. on raffine toujours et on complique des choses très simples. Il faut aller vers la simplification. Donc voilà ce que je propose. Je propose que des seniors viennent apporter leur expérience à des juniors. Le gouvernement a bien agi sur l'apprentissage. On a aujourd'hui un boom de l'apprentissage. C'est vrai. Mais les primes à l'apprentissage, elles se terminent à la fin de l'année. Et donc, Elles sont réduites pour l'instant. oui, elles vont être réduites, mais ce qui est sûr, c'est que l'État ne pourra pas continuer d'offrir des primes aussi attractives. Et donc, moi, ce que je propose, eh bien, c'est que, en fait, on puisse, puisque le gouvernement a une grande ambition, il veut aller au million. D'apprentis, eh bien pour aller au million d'apprentis, il faut 300 000 seniors Vous y intégrez qui viennent aussi. apporter leurs compétences et qui lient la transmission de leur savoir à un apprenti, y compris dans l'enseignement, y compris dans les études supérieures. Bien sûr, donc voilà l'idée. On a tourné autour il y a 15 ans.
quand on a fait la pré-retraite progressive. Vous vous souvenez, c'était l'idée, on ne part pas tout de suite dans l'entreprise. J'étais moi-même entrepreneur, donc je l'ai fait. Ça coûtait trop cher à l'entreprise parce qu'elle avait un salaire en plus. Exact. Et elle avait donc un surcoût qui a fait que cette méthode n'a pas marché. Moi, j'en propose une autre qui a l'avantage de faire en sorte que l'entreprise n'ait pas de surcoût et puisse faire en sorte que les charges sociales, ce soit l'auto-entrepreneur qui s'en acquitte à travers son statut, soit d'auto-entrepreneur, soit d'entrepreneur individuel. Et ça doit pouvoir résoudre le problème et arriver à l'ambition du gouvernement. On n'aura pas le temps, mais dans cette tribune, vous évoquez les causes qui posent le problème. On va voir les chiffres du taux d'emploi chez les jeunes et chez les seniors. Alors on cite souvent celui des seniors. La cause que vous évoquez, ce sont les charges sociales et le montant des cotisations qui retient le chef d'entreprise à embaucher sous la forme salariale, qui vient faire écho à ce que vous nous dites. On va voir les deux taux d'emploi, parce que celui sur lequel, alors nous ici on en parle beaucoup, et notamment avec Franck Morel, taux d'emploi des seniors 56,1, c'est un taux d'emploi qui a progressé, il faut quand même le préciser, on part de plus loin, entre donc des personnes âgées entre 55 et 64 ans, mais, et c'est ça que vous soulignez dans votre tribune, le taux d'emploi des 15-24 ans, c'est-à-dire des jeunes, lui, est de 32,2%, très faible, et vous dites qu'il y a un vrai danger à casser les deux bouts de la chaîne. Absolument, et ce que je souhaite, c'est résoudre les deux problèmes par une solution unique, qui est la solution d'appareillage entre les seniors et les juniors, les uns apportant leur expérience, leurs compétences et leur utilité. Parce que ce qui est dramatique, c'est quand à 58 ans, on vous dit au revoir, vous avez un sentiment d'inutilité qui vous affecte. C'est très violent. C'est très violent. Et par ailleurs, on a ce problème non réglé, même si, là encore, le gouvernement a produit cette belle réforme de l'apprentissage, mais très coûteuse, il faut le reconnaître, ça peut marcher en appareillant les deux. Mais pour terminer cette émission, vous dites qu'il faut vraiment soigner à la fois l'accessibilité des seniors à l'emploi sous une forme différente, plus souple, plus adapté. Et pour les jeunes, vous dites quoi? Parce que là, évidemment, vous dites les mesures gouvernementales, elles marchent très bien, puisqu'on est à plus de 750 000 alternants, ça veut dire que ça fonctionne. Mais, là, le gouvernement a fixé une ambition à 1 million. Mais que le coût n'est pas tenable. À terme, ça ne va plus marcher. Il y a une courbe qui fait qu'il y a une accoutumance à la subvention et qui fait qu'on n'aura pas les 300 000 supplémentaires. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on les ait avec cette méthode qui est radicalement très peu coûteuse pour la puissance publique, qui s'adapte à l'ère du temps et qui fait que les seniors se sentent plus libres. Avoir des emplois. Lorsque vous avez 58, 60, 61, 62 ans, vous voulez aussi adapter vos horaires. Évidemment. Vous voulez aussi de la souplesse. Et vous avez souvent aussi déjà enregistrer une forme d'auto-entrepreneuriat. Donc vous nous décrivez finalement à travers votre regard, votre expérience et la naissance de cet auto-entrepreneur qui est bien vivant et qui se développe, l'idée que notre monde du travail connaît une révolution majeure. Oui, c'est une révolution majeure et tout le monde doit en tenir compte. Et ce que je regrette, c'est que par pusillanimité, par timidité, par crainte aussi, les normes et les règles demeurent immuables, comme si le monde et le code du travail qui en a découlé étaient toujours régis par ce mode salarial dont on voit bien que les formes modernes, technologiques, s'en affranchissent. Et c'est ça qui me navre beaucoup, c'est qu'on ne prenne pas à bras-le-corps ce type de problème. Ça marche. Et lorsque ça marche, pourquoi s'en priver ? Il y a un débat que vous soulevez sur les cotisations, parce que l'argument qui vous est évidemment renvoyé, c'est de dire, mais attendez, plus de salariat, c'est plus de cotisations, et donc, c'est notre modèle social qui est en danger. Mais notre modèle social est malade, par ailleurs. Il est déjà très malade. Et en plus, on vit sous le mythe que les indépendants ne paient pas de cotisations. C'est totalement faux. Ils payent des cotisations. Ils payent des cotisations. À hauteur de quoi ? 24% les indépendants ? Les indépendants, ça dépend de leur forme. Voilà. Soit ils sont commerçants, soit ils sont artisans ou professionnels libéraux. Et ils payent des cotisations. Simplement, comme ils ont un statut, un régime d'auto-entrepreneur. Donc d'entrepreneur, on estime qu'ils ne doivent pas cotiser à une assurance chômage qui ressort du monde salarié. Lorsque vous êtes entrepreneur, votre monde, c'est celui de la clientèle. Il faut aller chercher des clients et quand vous quand vous ne les trouvez pas, c'est là que les difficultés commencent. Mais vous pouvez vous assurer contre l'inactivité et le gouvernement
a pris cette position de créer une assurance chômage pour les indépendants qui est très faible en ce moment, C'est vrai. dont on espère qu'elle sera un jour élargie. Malgré une réforme récente d'ailleurs sur la réforme des indépendants dont on avait parlé. Hervé Novelli, vous êtes en campagne, mais pas électorale, mais une campagne pour faire avancer vos idées. Oui, mes idées et aussi le bien commun, parce que qui aujourd'hui prendrait la responsabilité de supprimer 2 millions d'auto-entrepreneurs? Le débat est dépassé. On voit bien que les gens veulent travailler sous une forme nouvelle, et notamment les jeunes. Et donc, ce qu'il faut simplement, c'est que l'État, garant du droit et de la régulation, pose de nouvelles normes qui empêchent la jungle. Encore faudrait-il qu'il en ait la volonté politique et le courage. Lisez cette tribune, co-signée par Hervé Novelli. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire d'État en charge d'un portefeuille très large et le père de l'auto-entrepreneuriat. Et je l'ai co-signé cette tribune avec Jean-Pierre Scandella, le président d'Aroman, qui est une société de chasse de tête. Voilà, c'était exactement ce que je voulais que vous complétiez. C'est parfait. Merci d'être venu sur notre plateau nous éclairer. Merci de m'avoir invité, je vous dis ça fait plaisir. Partagé. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Je sais que vous êtes très curieux, Hervé Novelli. On va découvrir un nouveau métier, house manager. Mais qu'est-ce que c'est que donc? On vous explique tout. Fenêtre sur l'emploi. On aime ici, dans cette rubrique, parler de nouveaux métiers avec de nouvelles terminologies. House manager, est-ce que vous avez entendu parler de ce métier? Peut-être pas. On en parle justement avec Agnès Chastan. Bonjour Agnès. Bonjour Anna. On est ravis de vous accueillir, cofondatrice d'Open House. Exactement. Je l'ai dit vite parce que vous le dites vite comme ça. Open House. Open House. Vous venez du monde de l'hôtellerie. House manager, si j'ai bien compris, peut-être vous allez nous l'expliquer en détail, c'est quoi? C'est celui qui, c'est la maman, c'est la mama, j'allais dire, qui organise la vie de la coloc. C'est une bonne définition, c'est la maman ou le papa. Hein. Ou le papa, bien sûr. Oh là là. C'est la maman ou le papa. Le biais de genre. Exactement. C'est vraiment un triple métier, hein, en fait. Donc il y a vraiment une partie gestion locative pure et assez classique. Donc, trouver le lieu. Alors, plus de la gestion locative, c'est-à-dire vraiment mettre en ligne les annonces, avoir les candidats en ligne, procéder aux visites, jusque vraiment à la clôture, à la signature du bail. Et ensuite, il y a une partie aussi un petit peu créateur de communauté, parce qu'on essaye de faire vivre cette communauté au sein de la maison. C'est des maisons qui font à peu près 350 mètres carrés avec 12 locataires. Donc, ça fait beaucoup de monde dans la maison. Donc, Chacun sa chambre, on est d'accord. sa chambre. Et des espaces communs comme ça se fait dans une coloc à Paris ou dans les grandes villes, on est d'accord. Exactement. Sauf dans des gros volumes. Dans des gros volumes, des grands espaces communs, un extérieur, obligatoirement, en tout cas chez nous. C'est quand même appréciable. Donc avec un jardin. Avec un jardin. Donc on peut poser une petite table, on peut prendre un café, on peut bosser dehors. On peut faire un barbecue. Ça, c'est vos cahiers des charges. Exactement. Donc dans vos ciblages, vos villes, pour être concret, Paris. Paris, la région parisienne, on est sur l'île également, et ensuite on essaye un petit peu de voir un peu partout dans la France pour le moment. Donc tout ça de house manager, qui est un mot anglais, mais qui raconte finalement ça, c'est-à-dire quelqu'un qui coordonne tout. Oui. Votre business, parce que vous l'avez, j'imagine, imaginé, conçu pendant le Covid, où les gens cherchaient des colocs, partir. C'est né comme ça ou c'est né avant? C'est né un peu avant. C'est né un petit peu avant. C'est quelque chose qu'on voyait un petit peu en France, mais surtout à l'étranger. Donc, on a voulu développer avec mes associés en France. Et le Covid est arrivé. Et c'est vrai que ça nous a permis de voir les choses aussi un petit peu différemment, de faire évoluer un petit peu notre projet, en mettant en avant effectivement tout ce qui était espace coworking au sein de nos maisons, d'essayer de leur apporter un maximum de confort au sein de la maison, sachant qu'ils allaient y passer de plus en plus de temps. Ben oui. Certains continuent à être en télétravail, Oui. de moins en moins en full remote, mais beaucoup en télétravail hybridé. Le majordome, j'utilise ce mot, j'ai parlé de mama, mais c'est aussi quelqu'un qui est un peu un majordome. C'est un coût quand même pour ses colocataires. Ça rentre dans je dirais les charges de copro. Oui. C'est quoi? C'est ça, c'est les copros. Oui, ça rentre. Non, nous on est monopropriétaires, mais ça rentre dans leur forfait en fait. Ils sont D'accord. au forfait et Donc ils payent un loyer. ils payent un loyer. Et dans ce loyer, il y a quoi, 15, 20%, 10% En fait, ça rentre dans un loyer avec un forfait qui comprend toutes les charges, dont effectivement le house manager et sa présence, on va dire, au quotidien pour répondre à toutes leurs questions. Donc ils prennent ou ils prennent pas. Ils peuvent prendre le bâti magnifique avec jardin Oui. nu, mais ils peuvent aussi, je mets des guillemets, acheter le majordome ou la personne qui va Non, venir. pas du tout. C'est le forfet complet. On peut pas. Il y a pas pas- à la carte. C'est pas à la carte. Non. Donc quand ils rentrent dans votre processus Oui. chez Open House, ils prennent tout.
Oui, exactement. Ils prennent le forfait dans sa globalité. Alors le monsieur ou la dame, en l'occurrence, le monsieur ou la dame, vous voyez, je fais très attention. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement et quel service il apporte? Alors lui déjà, il répond quotidiennement aux questions de tous les locataires. Donc il y en a beaucoup quand on est 12 dans une maison. Donc tous les soucis techniques, il nous les remonte. Tous les soucis administratifs, la CAF, toutes les démarches qu'ils peuvent avoir tout simplement pour leur logement. Toutes les questions de gestion d'animation, parce que dans notre forfait, il y a un budget pour les animations. Donc nos locataires peuvent choisir, par exemple, de faire un apéritif, cours de yoga, oui. un apéritif, effectivement. Et donc l'idée est de valider avec le house manager tout ça. Et Open House prend en charge après à la suite. Et donc il y a le prof de yoga ou de Krav Maga ou de yoga, de chant. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des graines pour les plantations. Ça peut être plein de choses. C'est eux qui décident l'animation qu'ils souhaitent faire. C'est quoi le profil de vos locataires? Parce que pendant le Covid, évidemment, on était tous enfermés. Certains ont voulu quitter leurs petits espaces pour vivre j'allais dire, en communauté, parce qu'en fait, vous créez une communauté. Ce sont des jeunes, j'imagine, on les sélectionne par leurs activités professionnelles ou on cherche la nouveauté? Comment vous mariez ces 12 ou 15 locataires? Nous, on essaye d'être un petit peu quand même dans la mixité, tout en gardant un équilibre. On a en général 60% de jeunes actifs et 40% d'étudiants. On essaye effectivement de faire de la mixité. L'intérêt pour nous, c'est au début, quand on ouvre une maison, effectivement, c'est nous qui sélectionnons les premiers candidats. Oui. Par la suite, effectivement, c'est à eux de procéder aux visites et ils ont leur droit sur, on va dire, pour qu'une personne vienne, ils ont le droit de donner leur avis pour essayer effectivement que ça fasse un beau petit groupe qui fonctionne bien. C'est important d'avoir leur retour sur les personnes qui viennent visiter. Donc on n'est pas seul comme dans un appart, mais on n'est pas totalement à l'hôtel non plus. C'est pas la même formule puisqu'on nettoie, on fait ça, sa popote collective. Exactement. La vaisselle, le tapage nocturne, les soirées intempestives, enfin tous ces sujets-là, c'est le majordome qui règle? Oui, alors nous, Il on vit fait sur signer site? une charte. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous, on fait signer une charte des colocataires avec des règles qui sont définies, qui sont des règles assez classiques en soi pour une vie en communauté. Donc ils doivent respecter ces règles-là. Bon, évidemment, il peut s'avérer que des fois, il y a des débordements. Effectivement, on peut faire appel au house manager pour essayer de temporiser et essayer de discuter et calmer un peu les d'apaiser esprits. choses. Exactement. Avec des bails et donc la possibilité de quitter son appartement. Oui, après, on est sur un bail de location meublée classique. Ouais, c'est du meublé. Voilà, exactement. Oui, Merci. c'est du super meublé. Super meublé avec jardin. Avec jardin. Allez jeter un œil, j'imagine, sur le site d'Open House parce que ça vous donne les idées des lieux et des sites qui sont gérés, qui appartiennent d'ailleurs à votre structure. Merci Agnès Chastan, Merci cofondatrice d'Open House, avec ce nouveau métier qu'on a découvert ici sur le plateau de Bismart. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, merci à notre équipe de réalisateurs. Merci à Ulysse pour la réalisation, justement. Merci à Saïd pour le son. Merci à Nicolas Juchat. Et je remercie Lily pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très très bientôt, précisément à demain. Bye bye.